Comment le Paris Saint-Germain peut gagner malgré un milieu de terrain en difficulté? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On est avec Tonton. Les gars, likez la vidéo, abonnez-vous, on est presque à 10 000. Mille merci à tous et abonnez-vous. Déjà, on va essayer de voir avec les joueurs qu'on a dans notre effectif actuellement, parce qu'il y en a qui sont dans le groupe, et il y en a qui sont dans le loft. Donc, on sait tous qu'il faut recruter un milieu de terrain, on sait tous qu'il faut un milieu de terrain créateur, etc. Mais le club a l'air d'être disposé à ne pas recruter. Donc, on a soit le choix de chialer jusqu'à la fin de la saison, soit essayer de trouver une solution avec ce qu'on a déjà entre les mains. Donc, dans l'effectif actuel, est-ce que pour toi, il y a des solutions qui pourraient faire l'affaire en tant que 8/10 qui peut créer du jeu, etc., faire la transition entre la défense et l'attaque? On va commencer peut-être avec ce qui est complètement dans le groupe, dans l'effectif. Il y avait Kang Lee qui a été une proposition. Qu'est-ce que toi, t'en penses? En soi, je pense que justement, Kangin, c'est un joueur qui, pour moi, peut gagner à jouer dans ce milieu de terrain, dans le sens où la concurrence qu'il a sur les ailes n'a pas du tout le même profil que lui. Kangin, il ne va pas pouvoir dépasser les 30 km/h avec un ballon comme un Dembélé ou un Mbappé. Ça, c'est une réalité. Donc, du coup, moi, je me dis que justement, du fait de sa bonne qualité technique et de sa bonne qualité de passe, c'est un joueur que tu peux justement utiliser à ce poste de 8,5, on va dire, le 8 plus offensif que les autres, qui va justement être un peu plus créatif. Et je pense que si tu l'entoures bien au milieu d'un vrai 8 et d'un vrai 6 autour de lui, comme Ugarte et un autre joueur qui va mettre de l'impact dans ce milieu, ben, je pense que Kang, ça va pas se faire en une semaine, hein, je vous rassure, hein, ça va pas être la révélation en une semaine à ce poste. Mais je pense qu'à force de travail à l'entraînement et d'acharnement, c'est un jeune joueur, il peut encore progresser, se développer. Bah, tu peux, pourquoi pas, en tirer quelque chose dans ce 4-3-3, en tout cas au milieu. Ok. Normalement, dans l'effectif de base, on est censé être au complet. On est censé avoir tous nos joueurs de notre 11 type. Mais si on se pose encore la question, c'est clairement parce que Vitinha n'a pas été à la hauteur. Est-ce que tu penses que on l'a peut-être enterré trop vite cette saison, mais est-ce que peut-être Vitinha peut être ce 8-10 qu'on a besoin et que finalement, si on recrute pas, ça risque d'aller pour le Paris Saint-Germain? Moi, ce que je pense de Vitinha, en fait, j'ai répété ce qu'on se disait l'an dernier, qu'on le critiquait pas mal dans l'émission et même en général. En fait, pour moi, Vitinha, à la base, il a été recruté pour être un remplaçant et il devait se développer au sein de ce Paris Saint-Germain. Et bon, finalement, ça n'a pas été trop le cas. On l'a tout de suite mis titulaire. On a attendu de lui que ce soit le complément parfait de Verratti et qu'il fasse le taf que Verratti ne fait pas. Et du coup, on l'a pas retrouvé ce milieu. Par contre, on a pu voir cet été des choses intéressantes dans son utilisation avec Luis Enrique. Il est capable de marquer, il est capable de se projeter. Donc, peut-il être un 8-10? Je ne suis pas sûr. Peut-être, en revanche, je pense qu'il peut être un 8 et qu'il peut être le troisième milieu de terrain, tu vois, mais pas ce profil justement plus offensif. Je pense qu'il serait mieux plus bas sur le terrain et plus proche du 6 et que justement, ben, il faut un autre joueur à ce poste. On va continuer d'analyser les différentes solutions qui s'offrent au Paris Saint-Germain. On a du côté des indésirables. Parce que même si, par exemple, Marco Verratti s'entraîne avec le groupe, il est considéré à l'instant T, entre guillemets, comme indésirable parce qu'il est sur le départ. Donc, dans les indésirables, il y a trois joueurs qui ont, entre guillemets, le profil, si c'est des profils différents, pour occuper ce poste. On a bien évidemment Marco Verratti, on a Julian Draxler, qui de base est un ailier, mais a des capacités techniques et la vision du jeu, pour moi, d'être 8-10 aussi également. Après, on sait que le football, c'est pas son principal intérêt, mais bon, on va pas parler de ça pour l'instant. Et on a Wijnaldum qui est dans un concept un peu box-to-box, etc. Donc oui, c'est pas des solutions exceptionnelles, mais c'est ce qu'on a à notre disposition actuellement. Donc Tonton, je te laisse passer en revue ces trois solutions et nous dire leurs avantages et leurs désavantages du coup. Avantage de Marco Verratti, je te dirais, ben, sa qualité technique, le fait de pouvoir éliminer n'importe quel joueur quand il est sous pressing, il le fait très très bien. Sa vision du jeu, le fait qu'il est capable aussi de casser des lignes avec ses passes. Il a certaines qualités qui en effet peuvent être utiles à ce poste. En revanche, il a pour moi certains handicaps qui sont beaucoup trop profondément ancrés dans son style de jeu pour en faire ce joueur. Notamment le fait qu'il ne tire pas. Et Marco Verratti, il va pas se réinventer à son âge. Il a 31 ans, il aura 32 ans la saison prochaine. Tu vas pas demander à Marco Verratti qui a dû mettre quoi, allez, je vais être sympa, 5 buts en 10 ans. Tu vas pas lui demander d'en mettre 11 sur une saison. C'est pas possible. Donc je pense que justement, Marco, le problème, c'est que de par son profil, tu sais, il aime bien rester collé au 6 comme il le faisait à l'époque de Thiago Motta, qui redescend de toute manière très très bas sur le terrain. Ben, finalement, Marco, ben, c'est comme Vitinha. Je le vois plus comme un 8
que ce fameux profil dont on va avoir besoin, qui va se projeter, peut-être même aller dans la surface, marquer plus de 10 buts par saison. Marco Verratti a les qualités en termes de meneur de jeu pour jouer à ce poste, mais il y a, comme je le disais, ces petits handicaps profondément ancrés dans son style de jeu, notamment le fait de ne pas marquer et de refuser de tirer. Marco Verratti, s'il a une manette de PlayStation, c'est simple, la touche rond, elle est remplacée par un triangle ou un croix. Et c'est ça son problème. Et je pense que tant qu'il ne résoudra pas ce problème, tu ne pourras pas le mettre à ce poste. Et du coup, comme ton micro est coupé, j'imagine que tu voulais que j'enchaîne sur Draxler, chose que je vais faire. Exactement. Voilà, t'as réussi à lire sur mes lèvres, c'est bien. Vas-y. T'inquiète, habitude. Concernant Julian Draxler, parce que beaucoup le considèrent comme un espagnol, chose que je ne comprends pas, peut-être à part le fait qu'il aime les soirées et le rythme de vie sud-américain, il reste allemand malgré tout. Julian Draxler, pour moi, son plus grand problème au final, parce qu'il aime le foot au fond, c'est quelque chose qui traîne depuis qu'il est en Allemagne. En fait, c'est la concurrence. Déjà, il y avait des podcasts qui en parlaient très très bien lorsqu'il était à Schalke. Si Draxler, tu commences à le mettre en concurrence, il va sombrer mentalement, il va pas la supporter. Et c'est exactement ce qui lui arrive à Paris, en fait. Quand Draxler arrive à Paris, il est titulaire indiscutable. Il fait d'ailleurs de très, très bonnes prestations. Il marque un but contre Rennes où il te montre quand même sa qualité technique. Il fait partie de l'équipe qui gagne 4-0 contre le FC Barcelone au match aller avant la remontada. Il est quand même dans la plupart des matchs importants, notamment contre le Bayern Munich. C'est lui qui fait la dernière passe décisive à Kylian Mbappé. Il a en soi les qualités pour jouer à ce poste. Problème, c'est qu'il va falloir arriver à le focus à nouveau sur le poste et arriver à ce que mentalement, il ne sombre pas. Si tu arrives à lui faire comprendre que ce poste est fait pour lui et qu'il peut s'y intégrer, il va quand même encore falloir que tu lui intègres le fait que sans ballon, il va devoir taffer. Et du coup, ça commence à faire pas mal de petits handicaps le concernant. Mais si tu arrives à enlever toutes ces barrières, Draxler peut totalement être ce joueur. Mais ça commence à faire beaucoup de si, comme pour Marco Verratti. Dernière piste de l'équation, Monsieur Wijnaldum, qui, selon les dernières informations, aurait demandé à ce que le Paris Saint-Germain résilie son contrat, chose que le club a refusée. Donc, il a clairement la tête ailleurs. Donc, est-ce que tu penses que déjà mentalement, on pourrait le ramener? Et est-ce que techniquement, sur le terrain, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant dans ce poste de 8-10? Parce que contrairement aux autres que tu as nommés tout à l'heure, on va dire que devant le but, il a un peu moins de mal. Enfin, pas Draxler, plutôt Verratti. Mais Wijnaldum, il s'est marqué. Alors, oui, Wijnaldum, il faut dire ce qui est. Il sait se projeter. Il a justement cette capacité qu'on attend d'aller dans la surface. Parce que quand il était à Liverpool, il jouait avec Firmino, qui était un faux neuf. Et comme Firmino venait pas mal au milieu de terrain, Wijnaldum, il coulissait. Il échangeait pas mal avec lui. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, on n'a pas du tout réussi à utiliser le joueur, en tout cas pour la première saison qu'il a fait chez nous. Et sa deuxième a été minée par les blessures à l'AS Roma. Donc, tu peux le prendre en te disant que, effectivement, à l'heure actuelle, il ne fait pas courir les foules, Wijnaldum. Il n'y a pas 30 clubs qui essayent de le recruter. Ça a l'air compliqué. Il est en fin de contrat dans un an de toute manière. Donc, du coup, moi, la question que je me pose avec Wijnaldum, est-ce que ce n'est pas un petit peu la solution très court-termiste que tu peux te dire que tu utilises pendant un an, que tu essayes en tout cas, parce que tu n'es pas sûr que ça t'apporte satisfaction, mais que tu peux essayer, et au pire du pire, de toute façon, il est en fin de contrat dans un an et c'est réglé. Donc je me dis, pourquoi pas l'essayer? Et au pire, tu peux intégrer un autre joueur en concurrence avec lui. Et si l'autre joueur lui prend sa place, merci pour tout Wijnaldum, mais au revoir en fin de saison. Ça se tient. Donc là, on a fait le tour des joueurs dans l'effectif qui pourraient tenir ce rôle. Mais il y a aussi la solution qui serait de changer de système pour s'adapter à l'effectif qu'on a. Chose qui risque de présenter de nouveaux problèmes. Mais on a quand même, si on change du 4-3-3, par exemple, pour passer dans un 4-2-3-1, on pourrait jouer avec un double pivot qui ferait que, entre guillemets, le troisième milieu qui manque n'est pas très, très grave, puisqu'on aurait regardé Zaïre Emery. Mais dans ce système, par exemple, il va manquer un 10. Et il y aurait peut-être le 4-4-2 à plat que Galtier il aurait rêvé. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on achète des joueurs pour le coach d'avant. C'est terrible. C'est complètement. Tu fais un 4-4-2 à plat. Tu as Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Et devant, tu aurais Ramos ou par exemple Kolo Muani. Qu'est-ce que toi, tu penses d'un changement de système? Je pense qu'en soi, ça peut être une solution assez viable dans le sens où Kolo Muani et Ramos, ils ont plus des profils qui, pour moi, sont complémentaires qu'opposables, en fait. Et du coup, je me dis que un Kolo Muani qui est quand même un gros taffeur, on va pas se mentir, quand il n'a pas le ballon, qui aime bien harceler, Gonzalo Ramos qui a le profil un peu costaud de pivot qui occupe pas mal la surface, ces deux joueurs sans ballon, en fait, ils seraient hyper utiles à Kylian Mbappé. Parce que du coup, ces mecs-là qui vont occuper complètement la défense à deux, Kylian Mbappé, il va avoir des espaces monstrueux, en fait, pour s'exprimer. Après, le problème, c'est est-ce que ce système il va être viable contre les plus grosses équipes et celles qui sont capables de totalement dominer un match de la première à la 90e minute,
on va nommer ces équipes, hein, notamment Manchester City, Arsenal, ces équipes qui vont essayer de nous pousser à bout. Est-ce que ce système, il est viable contre ces équipes-là? C'est une excellente question, en fait. Et ça pose pas mal d'incertitudes, en tout cas. Ok. Donc, des autres systèmes, on avait dit que la défense à 3, c'est pas vraiment possible parce qu'il faudrait choisir entre nos latéraux et nos ailiers. C'est deux forces qu'on a, donc on va pas faire ça. Parce que si tu devrais choisir, par exemple, entre Hakimi et Dembélé, c'est complètement con. Du coup, peut-être qu'il y a une dernière question. Peut-être que le club avance de manière masquée. Parce que si on dit à toute l'Europe qu'on cherche un milieu de terrain, je pense que ça risque d'être compliqué. En même temps, il reste pas beaucoup de pistes. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a la possibilité qu'il y ait une surprise de dernière minute avec, je sais pas, le 31, le 30 août, en milieu de terrain qui arrive? Bah, à l'heure où on tourne cette vidéo, en tout cas, on est le 24 août. Il reste 6 jours sur le 7, même jours sur le mercato pour le Paris Saint-Germain et pour la plupart des autres clubs. Moi, je ne serais pas étonné, dans le sens où ça se fait très régulièrement que tu aies des transferts de dernière minute dans les plus gros clubs européens. Déjà l'an dernier, alors bon, désolé, hein, je sais que je vais me faire insulter en disant, mais l'an dernier, on fait Solaire et Ruiz au dernier jour du mercato. Alors, ok, bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, les mecs, je vous l'accorde avec un an de recul. Seulement, ça fait quand même 2 recrues et ça fait quand même un montant de transfert supérieur à 50 millions d'euros dans la dernière journée. Donc, du coup, je me dis que tu as encore de l'argent, tu en as qui peut encore rentrer en fonction des ventes, parce qu'on sait qu'il y a des discussions pour Marquinhos, pour Verratti, pour Ekitike, voire même Mbappé. Donc, n'importe laquelle de ces ventes permettrait de faire entrer une manne financière intéressante pour le club. Rajouter à ça au salaire que tu libérerais dans le club, bah, je me dis qu'il est tout à fait possible qu'une dernière piste soit évoquée en dernière minute. Sauf que, comme tu l'as dit, si tu t'amuses à dire à tout le monde que tu es à la recherche d'un milieu de terrain, tout le monde va faire grimper la valeur de ces milieux de 30 millions. Et à ce moment-là, même un Matheus Nunes que tu voudrais chercher, qui voudrait 50 millions, bah, le club t'en demanderait 80. Tu voudrais Barella, bah, il passerait de 80 à 120 millions. Et peut-être que si tu avances un peu plus masqué et plus discret, bah, tu as peut-être plus de chances d'arriver à tes fins sans surpayer le joueur en question. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, abonnez-vous. On est à moins de 500 abonnés. Vous êtes 40 000 à nous regarder. Objectif 10 000. On y est presque, les gars. Abonnez-vous en masse et likez et faites partager Paris Central auprès de vos amis. Faites grandir la communauté. Merci beaucoup.